Agatha Liévin-Bazin, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez publié chez Circonflexe Société animale, ces animaux qui vivent ensemble, sur tous les partenariats et l'entraide dans le monde animal qu'on découvre et qui est absolument fascinant. Et alors, vous nous parlez de certains animaux assez connus des scientifiques comme vous, mais que nous, on ne connaît pas très bien, les cyclidés. C'est fascinant. Oui, les cyclidés. Déjà, les poissons, je trouvais ça intéressant d'en parler, parce qu'on les sous-estime encore beaucoup trop. Et en Malheureusement. Et on se rend compte de plus en plus qu'on a tort de les sous-estimer, parce qu'on découvre des choses fascinantes sur les comportements des poissons. Et les cyclidés, donc c'est une très grande famille, il y a des centaines d'espèces différentes, on les trouve en Amérique du Sud, en Asie, mais surtout et principalement, les espèces que moi je trouve passionnantes, on les trouve dans les lacs de la vallée du Rift en Afrique, donc le lac Malawi, Tanganyika, Victoria. Et en fait, ces lacs sont assez extraordinaires parce que ce sont des lieux clos, un peu comme des îles. Et en fait, il y a une explosion de diversité d'espèces dans chacun de ces lacs. Souvent, il y a des espèces endémiques qu'on ne trouve que dans un lac. Les espèces qu'on trouve au lac Tanganyika ne sont pas les mêmes que celles du lac Malawi. Et ça va dans tous les sens, quoi. Le plus gros cyclidé fait 80 cm, le plus petit 2, il y en a des végétariens, des carnivores, des détritivores. Ils ont su coloniser ce milieu de manière extraordinaire. Et l'une de leurs caractéristiques, que je voulais évoquer dans le livre, c'est qu'ils font du soin à leurs œufs et à leurs petits, ce qui est rarissime chez les poissons. D'habitude, il y a l'accouplement en fécondation externe, et puis les œufs ou les alevins vivent leur vie dans l'océan, ils se font souvent beaucoup grignoter. Et là, ce qui se passe, c'est que parce qu'il y a plein de systèmes sociaux différents chez les cyclidés. Il y en a qui sont en couple, il y en a qui sont en harem, il y en a qui sont solitaires, où les femelles seules s'occupent de leurs petits. Mais dans tous les cas, s'il y a un couple, par exemple, les deux vont s'alterner pour protéger leurs œufs, pour les surveiller en permanence. Et certaines espèces font de la garde dans leur bouche. Oui, ça c'est dingue. Et donc, les œufs sont incubés dans la bouche. Alors, quand c'est un couple, ça va, il y en a un qui le garde 10 jours et puis ils alternent avec l'autre, mais pendant ce temps, ils ne mangent pas les parents. Donc, c'est quand même extrêmement coûteux. Mais en échange, il y a quand même un grand pourcentage d'œufs qui va pouvoir éclore, alors qu'à l'extérieur, il y a quand même beaucoup plus de risques de se faire grignoter. Et ouais, il y a des choses assez passionnantes comme ça, avec ce soin aux petits qui est vraiment propre à cette famille et qui est assez extraordinaire. Et alors vous dites aussi qu'on découvre que chacun a sa personnalité. Ça aussi, c'est quelque chose de nouveau qui n'est pas forcément encore acquis chez les poissons. Et aussi que le fait d'être en couple est important aussi pour leur bien-être. Il y a notamment des études d'une jeune chercheuse qui s'appelle Chloé Lobu, qui a travaillé là-dessus il y a quelques années, qui a un peu fait le buzz, où elle a regardé ce qui se passait quand elle séparait les membres d'un couple, le mâle et la femelle, et qu'elle leur proposait un choix où en gros il fallait être pessimiste ou optimiste. En gros, elle leur faisait ouvrir une boîte, soit c'était noir, il y avait une récompense, soit c'était blanc, il n'y avait pas de récompense, et elle leur présentait une boîte grise, un signal ambigu, où on ne sait pas ce que ça va être. Et si les poissons sont optimistes, ils vont rapidement essayer d'ouvrir la boîte en pensant qu'il y a une récompense. Et apparemment, quand les membres du couple étaient séparés, quand c'était un type d'appareillement de couple particulier, eh bien, les femelles étaient déprimées. Elles mettaient plus de temps à aller ouvrir cette boîte. Et ça montre qu'apparemment, voilà, le fait d'être en couple et d'être séparé de son partenaire, ça avait vraiment une conséquence sur la perception du monde du poisson. Et ça, ce sont vraiment des choses qu'on n'aurait pas imaginées il y a 15 ans, je pense. C'est donc, clair, ouais. C'est... L'autre très très drôle, qui est très humain entre guillemets, c'est quand vous dites que les femelles vivent dans des coquilles et qu'il y a des petits malins, il y a des petits tricheurs. Racontez-nous ça, parce qu'évidemment c'est... Alors il y a toujours des tricheries et c'est toujours un peu la guerre à l'armement, c'est ça qui est assez fascinant. Donc il y a un cyclidé particulier qui est donc Neolamprologus calipterus. Fermez la porte en fermant. Et en fait, ce poisson, ce qui est assez drôle, donc il y a déjà un dimorphisme sexuel, comme à peu près chez tous les cyclidés. Les mâles sont gros et colorés, les femelles sont petites et souvent un peu grisâtres. Ce qui se passe, c'est que là, le mâle est beaucoup plus gros que la femelle. Il y a vraiment une très grosse différence entre mâle et femelle. Et les mâles, pour parader, ils récoltent plein de coquilles d'escargots, ils les mettent devant chez eux, et plus il y en a, plus les femelles viennent. Et les femelles, en gros, s'installent dans les coquilles pour être protégées des prédateurs, et elles pondent dans ces coquilles. Le mâle est trop gros, il ne peut pas rentrer dans la coquille, donc ce qu'il fait juste, c'est qu'il dépose le sperme pour féconder les œufs. Bon, jusque-là tout va bien. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'il y a un petit pourcentage de mâles qui, eux, restent petits de la taille des femelles presque, et qu'ils arrivent à se faufiler, à rentrer dans les coquilles et à s'accoupler avec les femelles au nez à la barbe du mâle dominant qui, lui, ne peut pas les suivre. Comme quoi, parfois, être tout petit... ça peut être utile, ça peut être utile.